Bonjour à tous, bienvenue sur le Calisthenics Science Podcast épisode 41 en compagnie de Alexandre 012 Workout. J'enchaîne deux podcasts d'affilée car on n'a pas décidé spécialement de faire un ordre finalement et aussi que on va faire aussi en fonction de notre emploi du temps et tout pour vous proposer un contenu de manière régulière. En plus de son côté, Morgan est en train de finaliser un peu son setup pour vous proposer un contenu audio de meilleure qualité et vidéo également. Et de mon côté, c'est pas top, je le sais, mais voilà, je fais quand même un setup assez correct, et donc je me permets de vous le proposer. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu faire pas mal d'entraînements pendant ces vacances, pendant l'été, des entraînements à l'extérieur, peut-être pendant vos vacances, hein, d'où l'avantage de la calisthénie de prendre parfois une petite paire d'anneaux avec, que vous allez reprendre peut-être une autre routine aussi en recommençant dans quelques jours, pour ceux qui recommencent, parce qu'il y en a qui ne sont pas arrêtés non plus, et, euh, et donc voilà, que ça se passe bien. Du coup, de mon côté, personnellement, ça se passe assez bien aussi, hein. La fracture commence à aller mieux, je peux enfin travailler des éléments un peu plus complexes. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir repousser un petit peu plus sur l'entraînement, donc par exemple reprendre quelques tractions. Je fais pas mal de volume sur certains exercices et ça fait du bien quoi de reprendre un petit peu, de refaire un peu de pump sur pas mal d'exercices. J'ai implémenté de nouvelles variantes dans mon cycle, etc. Donc c'est assez chouette et de voir que j'ai pas pu quand même travailler quand même pas mal de choses même pendant ce mouvement et que tout se remet bien. Donc voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'il n'y aura pas de complications par la suite. Bref, on n'est pas là pour parler de nos vies, on va parler de skill, de figure. Voilà, récemment j'ai été un petit peu interpellé par quelqu'un qui me demandait finalement il avait envie de d'incorporer un peu la calisthénie dans sa méthodologie à la fois pour lui-même ou pour les coachs. Et c'est vrai que finalement, je me rends compte il n'y a pas vraiment de checklist un peu de tous les skills qu'il y aurait à découvrir, à quelle méthodologie, lesquels apprendre en premier, etc. Et je pense que c'est une question assez complexe. Et je pense que il y a quand même une petite méthodologie. Donc là, on va principalement parler d'une charte de bodyweight fitness sur laquelle on va se baser. Ça correspond un peu au code qu'on pourrait trouver en gymnastique. Donc en gymnastique, il y a des éléments, je vais peut-être pas dire de bêtises, mais je crois que c'est A, B, C, D, et puis en fonction du numéro, bah, c'est plus compliqué ou moins complexe. Et sur les forums de Bodyweight Fitness, ils sont amusés à faire à peu près la même chose. Donc on va un peu parler de cette charte aujourd'hui, et je vais aussi vous parler d'objectifs. Donc finalement, je pense que le principal, bah, pour quel skill on doit faire, c'est quel skill on a envie de faire. Euh, Parler de la charte justement. On va parler de peut-être priorité, de transfert, de qu'est-ce qui est rentable à travailler, qu'est-ce qu'on doit travailler en premier lieu, s'il y a des fondamentaux ou pas, et quels sont les skills peut-être moins intéressants. Il y en a certains qui sont peut-être un petit peu plus dangereux, qui valent peut-être un peu moins de temps de passer dessus. Et donc, et finalement, en fin d'épisode, ben, je vous résumerai un petit peu mon approche, peut-être parler un peu d'un système, bon, de manière générale, parce qu'il va bien sûr être indépendant, pour travailler tout ça. Quand je parle de skill, je parle aussi principalement de figures, hein, donc quand on parle de skill et de figure, souvent on pense à des mouvements statiques comme la planche, le front lever, l'équerre, le drapeau, le back, mais ça peut être aussi des mouvements dynamiques, hein, par exemple la traction à une main, la handstand push-up. Ça peut être même, on va dire, une traction. Si vous savez pas encore faire une traction, on peut considérer la traction comme un skill. Même un pistol squat, une pompe, ça peut être aussi un skill si vous ne savez pas encore en faire une. C'est là que ça devient aussi intéressant, quoi. Finalement, même des mouvements de base peuvent être un skill. Et, euh, et ensuite, je considérerais, par exemple, on pourrait différencier la force de base et les exercices d'hypertrophie dans une autre catégorie. Par exemple, la force de base, ça pourra très vite devenir aussi votre action. Donc c'est toujours un petit overlap entre les catégories, quoi. Euh,
Vous savez parfois utiliser les tractions, à la fin ça va être carrément votre force de base, et puis même votre hypertrophie, et peut-être à la fin même votre assistance, parce qu'il y aura plus trop d'intérêt à en faire. Il faudra complexifier le mouvement avec votre action lestée, voire la traction à une main. Si vous êtes extrêmement fort, ce qui est très rare pour la plupart des mortels de faire traction à une main comme exercice d'assistance ou d'hypertrophie, mais bon, le stimulus to fatigue ratio sera peut-être pas intéressant à ce niveau-là, mais ça pourrait être votre force de base finalement. Même chose pour les handstand push-ups, hein, par exemple ceux qui font des séries de 15-20 HSPU, voilà, ils vont pas tellement considérer la handstand push-ups comme un travail technique. Maintenant, ils pourraient essayer de considérer la 90 degrés push-ups lestés comme travail technique, par exemple. Donc voilà. C'était juste pour vous donner un peu pour vous parler un peu de cette nuance dans les skills. En premier lieu, on va parler peut-être d'objectifs. Je pense que c'est le plus important pour se fixer quel skill est-ce qu'on veut travailler, est-ce qu'on a besoin de travailler. C'est assez compliqué aussi comme sujet parce que souvent en fait quand on commence, on voit les mouvements. Donc souvent c'est parce que vous avez vu un petit mouvement de calisthénie, vous vous dites ok j'ai envie de réaliser ça. Ou alors parce que vous avez entendu que la calisthénie c'était bien, que vous essayez, que vous savez pas trop quoi faire finalement, mais vous aimez bien quand même juste l'aspect de travailler au poids du corps, mais vous avez pas vraiment défini vos objectifs. Donc je pense qu'on a un peu ces deux catégories, donc les gens qui sont dedans, qui savent pas trop, ou des gens qui ont vu un mouvement et qui se sont dit purée, ça je veux faire quoi. Donc ils ont vu un front lever ou une planche, ils se sont dit wow purée, ça c'est la classe, je vais y arriver et donc let's go quoi. Et c'est une bonne approche aussi. Donc maintenant ceux qui préfèrent se laisser guider dans un petit système ou quoi, voilà, ça peut être aussi une autre option envisageable. Et sachant qu'au début aussi, on sait pas trop c'est quoi notre marge de manœuvre en fait. Parce que parfois, pour une même personne, pour deux personnes différentes, s'il y en a une qui se fixe une straddle planche, toutes les deux vont se fixer une straddle planche, il y en a peut-être une qui va y arriver plus ou moins rapidement, une autre qui pourrait y arriver à très long terme, et une autre peut-être que ça sera pas du tout possible pour certaines raisons, ne fût-ce que de style de vie quoi. Peut-être qu'il y en a une de génétique, de style de vie, donc tout est lié, mais peut-être qu'il y en a une qui ne sera pas prête à faire le travail nécessaire pour pouvoir atteindre ça, en termes d'entraînement, en termes de style de vie, parce qu'elle aura peut-être pas envie de manger hyper bien, et donc elle aura peut-être pas un body fat assez bas pour pouvoir y arriver. Elle aura peut-être pas les bases pour y arriver à cause de sa génétique. Voilà, c'est un peu ce que je dis dans une vidéo, et voilà. Après, j'ai pas envie du tout de vous décourager. Et à l'inverse, peut-être que quelqu'un qui a un très mauvais style de vie, etc., mais peut-être qu'il a une très bonne génétique, et pourrait être très doué, alors qu'il pourrait avoir un niveau de base très faible, il pourrait se considérer pas du tout comme sportif, commencer la calisthénie à 40 ans, admettons, et peut-être que même s'il est un peu en surpoids, il suffit qu'il perde peu de poids grâce à ça, il se lance bien dans le process, et il pourrait très bien atteindre même plus qu'une straddle planche, même une full planche, en s'y mettant, parce il a des bonnes insertions musculaires, etc., des bons bras de levier, alors que quelqu'un d'autre qui aurait été déjà assez sportif toute sa vie, quelqu'un qui aurait peut-être fait que de l'endurance ou plein de sports de combat ou quoi, qui se met comme objectif une full planche, peut-être que finalement il pourrait même pas y arriver. Et c'est un peu ça qui est aussi injuste aussi avec ça. Mais voilà, on va peut-être pas parler de ça, mais là où je veux en venir, c'est parfois on ne sait pas trop c'est quoi nos propres capacités. Et donc c'est un peu dommage d'aller parfois se brider sur se dire ok, je pense que je pourrais jamais faire une planche, je vais me concentrer juste sur une planche bras pliés ou sur un L-sit. Alors que si dès le début vous implémentez peut-être des progressions de planche, vous allez peut-être voir oh purée en fait j'ai quand même du potentiel là-dessus, je préfère travailler la planche que mon L-sit quoi, c'est plus cool. Ou peut-être ou à l'inverse, peut-être que justement ça vous parle pas du tout, mais donc voilà, c'est ça qui est un peu complexe dans l'entraînement des skills.
Après, voilà, si votre objectif est vraiment, et à l'inverse, voilà, si votre objectif est vraiment fort, que vous voulez ça et rien d'autre, ben c'est aussi très motivant, quoi. Vous savez là où vous voulez aller et on sait mettre tout en place pour y arriver. Et ce qui est bien aussi, et ce qu'on a du mal à comprendre, je pense, c'est aussi que finalement, dès le début, il y a des progressions pour tout, quoi. Si vous voulez faire une full planche, ben vous allez commencer directement par des planches lignes. Et tout le monde peut faire une planche ligne, il n'y a aucune excuse. Au début, ça sera presque une pompe en chute faciale, et même si vous n'arrivez pas à faire ça, ça peut être avec les genoux au sol. Et vous pouvez même prendre une énorme bande élastique et déjà faire une full planche, en fait, avec une dream machine ou quoi. Et donc, dès le début, finalement, vous pouvez déjà avoir cette position du mouvement, cette sensation, même un front lever, vous pouvez directement mettre une grosse bande élastique sous la hanche et réussir un front lever dès le début. Et c'est chouette parce que vous êtes déjà dans la bonne position, c'est déjà valorisant, et puis vous allez diminuer petit à petit la résistance et vous sentir avancer, et c'est ça qui est très fort. Et voilà, je prends l'exemple de la bande, mais vous allez pouvoir faire aussi un front lever avec un pied sur une barre. En LCF, c'est une progression que j'affectionne pas mal. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un tuck, un advanced tuck, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est ça qui est génial. Et donc voilà, je vais souvent prendre ces exemples-là parce que vous allez vite comprendre à la fin, en tout cas, que c'est des mouvements que je trouve vraiment très intéressants. Voilà, peut-être que pour catégoriser un peu tous les skills, etc., on va passer ensemble sur la charte. Donc la charte, soit vous allez la prendre sous les yeux maintenant ou après le podcast. Je mettrai un petit lien dans la description et voilà. Et sinon vous tapez Bodyweight Fitness progression charte ou skill chart sur Reddit. Il y a un lien, une petite page internet là-dessus. Donc si vous avez déjà écouté pas mal de podcasts, hein, vous allez comprendre un peu la logique. Dans la charte, hein, plutôt que de catégoriser en niveau A, B, C, D, je pense qu'il catégorise en couleurs et en plans de mouvement. Donc je vais récapituler les plans de mouvement. Donc on a tout ce qui est tirage horizontal, tirage vertical, poussée verticale, poussée horizontale et jambes. Je vais vous distinguer un peu tous les skills qui sont placés dans cette charte par mouvement. Il y a peut-être des skills que vous allez même pas avoir vraiment connaissance de ou pas, donc ça va être intéressant aussi. Ils ont aussi rajouté une catégorie corps aussi. Là, je viens de la voir. Et aussi une catégorie pull and push en parlant plus du drapeau par exemple. Donc ça aussi, on va pouvoir aussi en discuter, mais on va surtout aussi discuter un peu à la fin, je vais catégoriser dans les plans et puis dans la difficulté de mouvement. Donc tout d'abord dans les plans, dans le tirage horizontal. Hein, donc on pense directement au front lever. Mais après voilà, je vais nuancer. Donc en premier temps, dans les niveaux débutants, ils parlent de German Hang. Donc c'est être à la tête en bas. Un German Hang, c'est plus avoir les épaules vers l'arrière, quoi. C'est un peu un back lever où vous êtes en bas. Donc la position finale du skin de cat. Ensuite un L hang, un L hang, donc ça serait une suspension en L-sit. Et en fait, pour vous dire qu'ils considèrent même les basiques comme un skill, peut-être qu'un bodyweight row pourrait être un skill. Donc là, ils vont mettre un vertical, un incliné, un horizontal, un tirage horizontal prise large, mais en archer, à une main, etc. Et puis en front lever pull-up, par exemple. Donc on peut aussi considérer ça aussi comme un skill. La front lever pull-up est clairement un skill à part entière. Donc nous avons aussi ensuite du coup ils arrivent au skin de catch. Je pense que c'est vraiment des skills les plus primordiaux en tirage, on va dire. Et ensuite ils évoluent le skin de cat en tuck back lever, en advanced tuck back, en straddle back. Bon après voilà, parfois les progressions qui vont distinguer, je suis pas convaincu que ça soit hyper pertinent de travailler, même si j'ai pu le recommander aussi. Et ensuite tuck front lever, advanced tuck front lever. Donc là c'était pour tout ce qui était niveau débutant, on va dire. Ensuite ils arrivent au niveau intermédiaire, et donc là ils parlent de one leg back lever, de back lever pull out, donc c'est des montées dynamiques en back lever.
de German hang pull-out, donc on part d'en bas et on monte en back lever par exemple, ou en inverted hang. Et ensuite straddle front lever, one leg front lever en intermédiaire, et front lever to inverted hang, donc en dynamique. Donc là on est seulement au niveau intermédiaire. Et ensuite au niveau avancé, on va parler de bent arm pull-up to back lever. Donc là, je pense que c'est un plus un élément gymnique. Bent arm pull-up, à mon avis, c'est ouais, je crois que c'est genre un ice cream où on arrive en back lever, voilà, ou alors plus dans l'autre sens, mais ça me paraît un peu. Si un Festo et on arrive en back lever, là, ça me paraît un peu plus avancé, je dirais. Ensuite, handstand à back lever, par exemple, ça c'est des progressions vraiment, des transitions dynamiques. Front lever pull-up en avancé, et hang to circle front lever. Bon, ça, voilà, bref, il y a peu d'intérêt à travailler là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tout ce qui est tirage horizontal. Donc dans le tirage horizontal, on va vraiment parler principalement front lever et back lever, quoi, finalement. Mais le skin de cat a pas mal sa place dedans. Et donc finalement le skin de cat c'est un peu la transition entre les deux. Moi j'aime bien parler de 180 degrés pull ou 360 degrés pull aussi, donc c'est plus la progression dynamique, très amusante à faire, qui combine les deux. Donc vous partez d'en bas et vous faites tout le tour pour arriver dans les deux positions finalement. Toujours dans le tirage, on va parler de tirage vertical, et donc en tirage vertical on pense traction humain, et finalement c'est un peu tout ça hein, ce qui parle dedans. Donc on peut parler un peu des progressions vers la traction, donc traction scapulaire, traction active, traction négative, traction normale. Moi j'ajouterais les tractions demi-rep, je trouve que c'est une très bonne progression pour travailler, voire avec l'élastique. Ensuite traction en L6, pull-over, ça c'est plus un renversement arrière, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent. Ensuite, en dynamique, là, il catégorise les tractions avec un petit keeping, traction chest to bar, des muscle-up keepés et un muscle-up strict. Donc ouais, c'est vrai que c'est aussi du tirage vertical finalement. Donc le muscle-up. Ensuite, on peut le faire aussi aux anneaux, et après, là, on arrive sur les progressions vers la traction une main. Là, il catégorise la première progression vers la traction une main en intermédiaire. Donc là, on était jusqu'en avancée. En intermédiaire, donc il y a les tractions en L-sit en prise large. Bon, voilà, aux anneaux. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure progression vers la one arm pull-up. Ensuite, des tractions archées aux anneaux, des tractions archées des tractions à une main en négatif, par exemple, et des tractions à une main. Donc voilà, pour le tirage vertical, on s'arrête là. Et c'est vrai que finalement, en tirage vertical, niveau skill, voilà, on n'a pas tellement de choses à faire, quoi. C'est plus traction une main, ou alors traction lestée pour pas mal de personnes aussi. Ensuite, en poussée verticale, là, voilà, on entend directement handstand push-ups, et ce qui est marrant, c'est qu'ils catégorisent le L-sit dedans. Et c'est vrai qu'à une époque, ils ont beaucoup catégorisé aussi le dips comme une poussée verticale. Même si finalement les muscles principaux utilisés en dips sont les pecs, donc on pourrait plus les considérer comme une poussée horizontale. Et dans le sens où la progression vers les dips, en fait, ça sera simplement tenir en support, sur barre parallèle, donc tenir les bras tendus sur une barre, c'est déjà une première étape. Ensuite, tenir les bras tendus aux anneaux, tenir les bras tendus aux anneaux avec les anneaux vers l'extérieur, en rings torn out, ça s'appelle, ce qui engage un peu plus le biceps et ce qui est plus gymnique. Les dips en négative, les dips aux anneaux, les dips en rings torn out, les Bulgarian dips en prise plus large sont vraiment pas mal. Les dips en équerre, ça devient un peu compliqué. Et donc voilà pour les dips. Donc c'est vrai que c'est une poussée verticale dans l'arch chart, même si on pourrait plus la mixer dans l'horizontale. Et donc il y a aussi toutes les progressions vers le L-sit aussi, donc le L-sit les jambes au sol, le L-sit à une jambe, au sol, le L-sit jambe pliée, le L-sit à une jambe pas au sol, le L-sit, le straddle L-sit, le rings turn out L-sit aussi, donc le rings aux anneaux avec les anneaux vers l'extérieur, ce qui est quand même pas mal plus complexe. Ils ont aussi mis le bridge dedans,
Donc le pont, bon, on va pas trop s'attarder dessus, c'est plus de la mobilité. Le pont, c'est avoir les mains et les pieds au sol et relever un peu, faire une extension, une flexion d'épaule, une extension de colonne, donc comme Matrix qui esquive une balle. Donc, si vous ne savez pas, voilà, c'est pour ceux qui visualisaient pas. Ensuite, ben, toutes les progressions vers la handstand push-up, hein, donc il parle d'abord une sorte de planche au mur, donc on va dire un handstand push-up, un handstand à 45 degrés, un handstand ventre au mur, un handstand. Ouais, ça c'est assez rapide, hein, mais après après il y a les progressions pour apprendre le handstand. Un shoulder stand aussi, ça, ils l'ont pas mis là, mais plus ils le mettent après pour faire un shoulder stand aux anneaux, parce que bon, ils se basent sur la gymnastique, donc leur but c'est d'arriver aussi à faire un ring handstand. Donc le ring handstand est dans la progression avancée évidemment. Ensuite, toujours en débutant dans la poussée verticale, donc voilà, bon, finalement là on arrive vraiment dans la base de la poussée verticale, c'est les pike push-up, ensuite les box pike push-up, les wall handstand push-ups négatives, les wall handstand push-up, dos au mur, ventre au mur, ensuite en libre, et là il parle pas de full ROM, je rajouterai full ROM, mais ensuite ouais, à partir du niveau avancé, là il considère les handstand push-up en libre, donc jusque ventre au mur c'est débutant, et ensuite avancé ça devient handstand push-ups en libre. Ensuite, voilà, j'espère que c'est pas trop ennuyant de la manière dont je le lis. J'espère que ça vous intéressera quand même. Si vous êtes de l'audio aussi, n'hésitez pas à regarder ça, et puis je vous expliquerai un peu plus mon point de vue aussi dessus. Donc après il y a d'autres, ouais bon après ça devient un peu spécial. Voilà, c'est des shifts, hein. Je crois que c'est plus la valse par exemple en gymnastique. Des flexions sur les doigts, le tiger bend, handstand push-ups. Ensuite, bon, on arrive sur le niveau très avancé. Là, c'est one arm handstand, V-sit, mana. Bon, voilà, là ça devient vraiment hardcore, mais c'est intéressant. Mais c'est des beaux objectifs aussi. Du coup, excusez-moi pour les bruitages. J'espère que vous n'entendez pas trop. Ensuite, on a tout ce qui est poussée horizontale. Donc là-dedans, on pense directement à la planche. Donc là, il y a tout ce qui est push-up aussi au début, hein, apprendre la pompe, comme je le disais plus tôt. Ils mettent aussi les pike push-ups dedans, bon, même si c'est plus vertical en général. Et après, on arrive vers les one arm push-up, pardon, pompe one arm push-up aux anneaux. Jambes écartées, etc. Après la one arm push-up, il y a vraiment de la complexifier aussi, avec une énorme tension. Ceux qui sont un peu familiarisés avec Strong First, je pense que ça devient vachement plus complexe. Donc il y a one arm push-up et one arm push-up, quoi. Tout le monde sait faire une one arm push-up en s'inclinant un peu plus sur le côté. Faire une one arm push-up vraiment strict avec la main au milieu des pectoraux, descendre et faire une énorme poussée que dans le triceps, c'est extrêmement compliqué sans devoir shifter le bassin d'un côté. Mais est-ce que ça vaut la peine de travailler à ça? Voilà, je ne sais pas. C'est ce qu'on va discuter peut-être après. Ensuite, il y a la planche, la planche toujours dans les niveaux débutants du coup. Planche à une main, planche ligne, frog stand, crow pose. Bon ça c'est, je suis pas hyper fan de cette progression pour la planche. Ensuite il y a la planche sur les coudes, la pseudo planche, hein, elbow lever ou un arm elbow lever, ça s'appelle le croc. Ça peut être intéressant aussi, c'est une progression assez facile. En gros, vous mettez vos mains au sol, vous allez plier un coude, et vous allez mettre votre abdomen sur le coude, et peut-être avec les jambes écartées ou quoi, et donc là vous savez faire presque une planche, et c'est assez facile d'un point de vue équilibre. Ensuite vous pouvez essayer d'enlever un bras, et là c'est un peu plus complexe. Là il parle aussi de le faire aux anneaux, bon bref. Finalement on en arrive à la planche ligne, à la toque planche, à la toque planche aux anneaux qui est encore à un niveau débutant, et donc là, au niveau avancé, on arrive déjà avec la Advanced planche, Straddle planche, One leg planche. Donc ouais, c'est clair que je pense qu'à Advanced planche, on la sous-estime, mais c'est déjà c'est un très bon niveau. Je pense qu'on peut clairement considérer ça comme avancé. Ensuite,
tuck planche push-ups, ouais, donc add-on suck planche push-up, tuck planche push-ups aux anneaux, ring add-on suck planche push-up, bon voilà, ils aiment bien aller aux anneaux aussi pour cet aspect gym. Et ensuite on arrive au niveau très avancé, niveau ouais, donc niveau intermédiaire, quand je dis avancé c'était souvent intermédiaire, et niveau avancé là ça devient des planches full planche, planche push-up, strade de planche aux anneaux, strade de planche push-ups, strade de planche à une jambe, ah non c'est niveau vraiment élite là, la full planche push-up, et niveau vraiment avancé, on reste encore dans les strades de planche push-ups, bref. Puis on a aussi la maltise aussi qui arrive, et la full planche aux anneaux. Donc là vraiment dans le niveau élite. Bon, si vous m'écoutez, je pense peut-être pas que vous allez atteindre ce niveau-là, quoique, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui peuvent y arriver. Ouais. Ensuite, j'ai oublié de parler du drapeau qui se situe entre le tirage vertical et la poussée verticale. Donc on va parler juste des progressions vers le drapeau. Donc progression débutant, il parle juste du drapeau en tuck, voilà, et puis ensuite il parle aussi de prérequis, donc les prérequis pour le drapeau, on va parler dans la charte, hein. Donc il parle de gainage de planche latérale, donc sur les coudes, de traction, d'avoir au moins un one arm hang, donc une suspension passive à une main, et c'est vrai que je pense que ça peut être très intéressant, et de pike push-up. Donc si vous savez déjà faire ça, il y a moyen de bosser le drapeau directement. Je suis assez d'accord avec ça, c'est pas hyper complexe un drapeau. Et donc on parle du tuck drapeau, du advanced tuck drapeau, du straddle flag, et ensuite du vrai drapeau. Yes, donc on a fait à peu près tous les skills, hein. Je pense avec avec cette charte, finalement là je pense qu'on a déjà un peu décrit quasiment tous les skills, et donc par exemple vous avez vu, hein, on peut vraiment aller choisir des progressions de base et aller vers plus avancé. Peut-être que je rajouterais, voilà, là je parlais de skills qu'on connaît un peu tous. Maintenant, si on parle un peu plus dans le détail et qu'on parle de jambes et d'abdos, on va parler des jambes, hein. Donc il y a tout ce qui est squat assisté, squat parallèle, squat, deadlift à une jambe, Nordic curl. Vraiment, Nordic curl, c'est vrai qu'on peut considérer ça comme un skill. Donc ensuite, pour évoluer le squat, on va sur toutes les progressions vers le pistol squat, donc le Cossack squat, le pistol squat amplitude partielle, le pistol squat assisté, le vrai pistol squat, les fentes, les split squat, bulgarian split squat, les step up, les step up en profondeur. C'est vrai que là, ils évoluent ça déjà un peu plus loin que le pistol. Et c'est vrai qu'un step up vraiment bien complexe, ça peut être plus dur qu'un pistol. Ensuite, on a les shrimp squat, full range of motion, donc ça c'est hardcore aussi. Et on pourrait même rajouter le dragon squat si vous êtes chaud. Donc ça c'est partir en pistol, mais avec la jambe, plutôt que d'être vers l'intérieur, elle sera vers l'extérieur. Et là ça devient vraiment challengeant, mais ça demande plus de mobilité, de placement, de technique qu'autre chose. Et ensuite au niveau des abdos, le corps, là on arrive sur des reverse hyper extensions, des hyper extensions plus pour le lombaire. Et maintenant on enchaîne antérieur, donc on est plus sur les crunch jambes pliées, les pike lift, les legs, les suspensions, les relevés de genoux aux pectoraux, relevés de genoux à une jambe, je pense. Ensuite, jambes tendues à la barre, jambes pliées à la barre. Et puis on a tout ce qui est dragon flag, un tuck dragon flag, advanced tuck dragon flag et full dragon flag. Le dragon flag, je le considérerais presque comme dans les progressions pour un front lever. Donc si vous voulez un front lever, il faut bosser le dragon flag, et il faut même avoir un dragon flag. Après, je vais peut-être en parler juste après. Mais donc voilà, je pense que j'ai à peu près décrit toute cette charte. Voilà, je suis assez d'accord avec ça, hein. Je pense que ils ont assez bien catégorisé les niveaux débutants, avancés, intermédiaires. Je pense qu'on est tous un peu... on est jamais parfaitement débutant, parfois on est un peu entre débutants et intermédiaires dans une catégorie, parfois on est beaucoup plus en poussée, parfois plus en tirage, parfois on a des facilités sur un mouvement, peut-être qu'il y en a qui ont plus facile en maltise et qui savent pas faire une full planche, ça peut arriver, ça dépend un peu de l'anatomie, évidemment.
Parfois on peut considérer un mouvement comme un tirage plus que comme une poussée. Et voilà, donc c'est là où ça devient un peu plus nuancé dans cette charte. Mais voilà, de manière générale, c'est vrai que c'est une très bonne base pour représenter un peu ça. C'est pour ça que je me suis basé dessus, comme ça en fait ça répond un peu à la question est-ce qu'on peut catégoriser les skills, quels skills qu'on doit apprendre. Finalement, bah c'est un peu ça. Et si je dois résumer un petit peu là où j'en suis aujourd'hui, si je dois résumer un peu les skills qu'il y a dans cette catégorie, hein, du coup, bah, en tirage horizontal, bah, front lever, boom, front lever, back lever, si on veut, voilà, vous allez comprendre mon billet vers le front lever, mais front lever, back lever, tirage vertical, voilà, un pull-up, poussée verticale, handstand push-up, poussée horizontale, planche, jambes, pistol, nordic curl, et corps, bah ouais, elle cite les Graisis. Donc finalement, si on résume juste ça, finalement, ça fait peut-être que 6 skills à travailler, quoi. Parce que toutes les progressions intermédiaires, etc., sont déjà des manières de travailler vos skills. Donc c'est là où ça devient intéressant. Ensuite, bah, ouais, je vais vous parler du coup, bah, finalement, donc on avait déjà parlé de l'objectif. Et ouais, donc finalement, qu'est-ce qui est le plus rentable à travailler? Quelles sont les priorités? Et en fait, ouais, ça va un peu rejoindre aussi ce que je vous parlais de mon approche par la suite. Donc, ben finalement, ouais, je pense que c'est bien de travailler tous les plans. Donc ça, c'est d'office que c'est bien d'avoir un objectif dans chaque catégorie. Pour ceux qui savent ce qu'ils veulent travailler, ben let's go. Après, par exemple, ouais, si c'est dommage, par exemple, si on en voit souvent, mais parfois c'est ça aussi qui fait des grands champions. C'est des gens, ils ont commencé, ils ont fait que de la planche, quoi, et ils sont ultra spécifiés dès le début. Ce qui marche pour une élite, mais pas pour tout le monde, et ce qui peut amener à certains déséquilibres, voire blessures aussi. D'où l'intérêt de, je pense, au moins avoir un objectif dans chaque catégorie, sans forcément mettre de manière équivalente le travail dans toutes ces catégories. Donc peut-être mettre beaucoup plus de focus sur la planche si vous êtes convaincu que c'est ça que vous avez envie de faire, et un peu moins dans le reste. Mais ça sera toujours intéressant de garder quand même un petit tirage, etc. Ensuite, donc dans les catégories, il y aura des notions aussi de transfert, en fait. C'est vraiment ça qui va être importante. De rentabilité, qu'est-ce qui est le plus intéressant à travailler? Par exemple, si on se situe dans la catégorie tirage horizontal, est-ce que quelqu'un aura plus intérêt à bosser son skin de cat ou directement son front lever? Et là, ça va être une question quand même. On va peut-être parler du skin de cat. Je trouve que c'est vraiment une progression assez intéressante, en fait, que tout le monde devrait maîtriser, parce que ça permet d'avoir déjà cette position d'en bas. En fait, ça permet d'avoir ce prérequis de partir d'en bas et de monter en position inversée. Donc je pense que avoir le skin de cat, c'est quand même fondamental avant d'envisager un travail de front lever. Même si je dis à chaque fois qu'on peut travailler directement ces progressions de base. Maintenant, pour avoir le skin de cat, si vous ne savez pas encore faire cette position basse, ben ça peut être intéressant de savoir, de pouvoir déjà travailler sur votre LCF front lever assisté, voir votre tuck. Est-ce que tout le monde a besoin de travailler en tuck? Je ne sais pas. En tout cas, et de nouveau, pour avoir ce skin de 4, il va falloir aller un peu shifter dans cette catégorie de vertical pull et de horizontal pull aussi, pour être sûr d'avoir votre action et votre horizontal row. Donc peut-être qu'avant d'envisager un skin de 4, si vous ne savez pas encore le faire, envisagez de débloquer votre action. Et donc à ce moment-là, votre action pourrait être technique, votre horizontal row pourrait être votre exercice d'hypertrophie, et peut-être votre skin de 4, votre inverted hang sera votre exercice, votre première progression vers le front lever. Mais je pense qu'il faudra toujours avoir cette notion un peu d'arrivée finale. Et peut-être qu'il faut pas se fixer non plus comme objectif d'avoir le full front lever. Peut-être que même si vous êtes débutant, que voilà, peut-être que visuellement vous savez que vous avez quand même envie de faire ça, mais pour pas être trop pour se dire que ce soit quand même réaliste comme objectif,
se fixer un advanced stock front lever. C'est déjà un très très bel objectif pour pas mal de personnes, je trouve, même advanced one leg par exemple. Et du coup, si vous êtes un peu débutant, la première étape vers votre advanced one leg, ce sera aussi ça sera peut-être juste de réussir votre action, parce que vous ne savez peut-être pas encore le faire. Ça sera de maîtriser un peu, de travailler avec le inverted hang, et de construire du muscle grâce au horizontal row. Donc vous allez construire du muscle grâce au horizontal row, vous allez réussir votre action. Votre inverted hang va s'améliorer petit à petit, vous allez mieux comprendre vos activations de l'omoplate, vous allez pouvoir faire un inverted hang en shiftant un peu plus en bas, ainsi de suite. Ensuite, vous allez pouvoir débloquer éventuellement un skin de cat. Et ensuite, let's go, une fois que vous avez votre skin de cat, est-ce que vous avez besoin de le perfectionner? Ça, c'est une question, je pense que ça dépend un peu de vos objectifs. Donc, il y a le skin de cat, c'est le fait d'avoir la progression de base. On travaille le skin de cat, on part d'en bas, on pousse avec le sol, et on fait un tour complet. Ou alors, on se laisse en suspension, et on fait tout en actif, donc on vient relever le genou, et on fait toute la bascule à 360 degrés, et puis on fait le retour, quoi. Et donc là, on peut le faire comme ça, ou on peut le faire aussi en L-sit, et plus on est mobile, plus on peut avoir presque un V-sit en bas, et garder les genoux le plus proche possible du nez tout du long, en ayant les jambes complètement tendues, et puis en faisant une extension d'épaule maximale, ce qui est un très bon stretch aussi. Et je pense que le skin de cat, je l'ai pratiqué un peu à tous les niveaux, et il a un certain transfert vers, par exemple, là même le fait que la press to handstand, on pourrait dire que la compression est assez intéressante, parce que vous pouvez quand même bien isoler le mouvement, ça travaille un peu votre extension d'épaule, donc c'est assez bien en termes de mobilité aussi, ça vous permet d'avoir un petit prérequis là-dessus. Mais maintenant s'attarder dessus, alors que vous êtes déjà au Advanced One Leg et que vous le maîtrisez déjà, puis il y a pas trop d'intérêt, quoi, sauf si... Après, si vous voulez aussi faire la transition entre et solliciter progressivement vos coudes vers le back lever, ça peut être intéressant aussi. Je pense que voilà, le skin de cat, c'est quand même un gros prérequis pour avoir le front et le back lever. Et donc ça pourrait être aussi la première étape vers ça finalement. Donc je pense que finalement c'est quand même un bel objectif. Même si dans la méthodologie qu'on verra plus tard, est-ce qu'on aura besoin de le travailler, ça dépendra des personnes. Mais voilà, je vous recommande quand même, admettons, back lever, front lever, il faut avoir un skin de 4. Et on reviendra sur le back lever après. Je vais parler du L-sit comme base aussi, parce qu'en fait on va dire que le skin de 4 ça sera un peu votre tirage, votre premier skill de tirage qui sera un peu fondamental pour ça, pour les plans horizontaux. Le L-sit, il sera vraiment pertinent aussi pour un peu comprendre cette dépression scapulaire et solliciter déjà vos abdos, et ça sera aussi une première victoire pour quelqu'un qui a pas spécialement d'objectif. Donc voilà, moi je pense que quelqu'un qui a un peu pas trop d'objectifs, ou qui est un peu débutant, ou qui est un peu en mauvaise condition physique, on va dire, voilà, qui a pas encore beaucoup de base, qui a encore du mal à faire beaucoup de traction ou de pompe, je pense que skin de 4 et L-sit sont vraiment des fondamentaux. Je rajouterai aussi handstand ventre au mur, en parlant d'abord du L-sit. Le site va vraiment vous enseigner un peu cette dépression scapulaire. Donc, je pense aussi, une petite parenthèse, quand vous travaillez un skill, il faut essayer de voir un peu en dehors des plans aussi, voir un peu les mouvements qui vont réaliser sur votre omoplate par exemple. Donc l'omoplate c'est vraiment le mouvement, l'os principal qui va être mobilisé dans vos skills, et plus vos muscles autour de l'omoplate seront puissants et mobile, de l'amplitude est fort, au plus vous allez facilement faire des mouvements, quoi. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant. Par exemple, le skin de 4 va vraiment vous travailler un petit peu cette omoplate aussi, et toute l'épaule qui va tourner autour. Et le sit va pour moi être aussi de stacker un petit peu ça, de travailler votre corps, et d'avoir une certaine base aussi, de bras tendus aussi en appui, ce qui va être intéressant pour, par exemple, attaquer le travail des planches, et d'avoir une bonne dépression, quoi. Donc je pense aussi, hein, le site, même si ça paraît un peu indirect par rapport à la planche, ça peut être intéressant de l'avoir. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de l'avoir très longtemps, etc. Peut-être pas. Mais ça peut être aussi un bel objectif, c'est aussi motivant aussi de se voir avancer sur un site. Mais maintenant, une fois qu'on l'a, est-ce qu'on a besoin de passer beaucoup de temps dessus? C'est une autre question. Pas forcément.
mais c'est un bon prérequis aussi. Donc si je devais citer 3 prérequis, ça serait le skin de 4, le L-sit et le handstand ventre au mur pour avoir un super alignement. Une fois que vous avez ces 3 bases, voilà, on va parler un peu de ma méthode juste après. Mais c'est des bases que vous allez perfectionner vraiment tout du long. Et en général, en fait, c'est aussi des bases, là on parle de ces skills comme objectif, mais donc là je pense que pour la plupart des gens qui sont pas en trop bonnes conditions physiques ou qui sont débutants et qui se remettent au sport, ça va être déjà des belles victoires en soi, ça va peut-être demander pas mal de boulot pour arriver à ça. Mais pour quelqu'un déjà d'un peu plus athlétique, il va déjà y arriver, il va déjà réussir son handstand ventre au mur, il va déjà réussir un L-sit, et un skin de 4, bon, il y aura peut-être pas, il y aura peut-être des détails techniques à bosser pour améliorer ses mouvements, peut-être avoir une bonne, les jambes vraiment complètement tendues, sur les 2 mouvements, avoir une meilleure dépression, pouvoir faire le L-sit un peu dans toutes les situations, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup de le perfectionner ou pas? Ça, je pense pas. Donc voilà, pour quelqu'un d'athlétique, voilà, ça sera un petit prérequis, un petit checkpoint pour être sûr de passer à la suite. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être une première étape, ou même une petite finalité. Ça peut être aussi une finalité. Voilà, tout le monde a son point de départ et ses attentes aussi. Hein, donc voilà, c'est toujours assez compliqué de dire tiens tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc voilà, le handstand vraiment pour travailler cette flexion d'épaule, cette élévation, ce placement, et puis finalement le handstand il devient vraiment très intéressant. C'est vraiment un objectif que quasiment tout le monde a aussi. Et puis si vous voulez vous diriger vers un handstand push-ups, vous d'office maîtriser un handstand. Et c'est un peu dommage aussi de juste se dire ouais, je dois renforcer mon pattern de poussée verticale sans réel objectif, quoi. Par exemple, faire des pike push-ups pour faire des pike push-ups, ou faire des pike push-ups pour du delta antérieur, c'est bien. Pour supplémenter votre planche, c'est bien. Mais si vous avez aussi comme objectif de faire la handstand push-ups, c'est cool, c'est peut-être mieux. Donc après, à voir aussi, mais je pense que c'est de nouveau un petit peu là où je vais en venir après. Donc voilà, c'est un peu les 3 skills assez basiques qu'il faut aller chercher. Maintenant, on va parler un peu des skills qui ont des bons transferts vers d'autres mouvements. En fait, après, je pense que chaque skill a un petit peu un transfert, hein, mais voilà, par exemple, si votre action au début, si c'est un skill que vous allez maîtriser un peu de plus en plus, en fait, au début, plus vous êtes débutant, plus le transfert sera important. Plus vous êtes débutant, plus votre action va améliorer votre front lever, elle va améliorer tout le reste. Plus votre front lever va améliorer votre action, plus votre pompe va améliorer votre planche, plus votre planche va améliorer vos pompes. Et tandis que si vous êtes plus vous serez avancé, et moins ce transfert va peut-être être observable. Quelqu'un d'avancé, sa planche va pas améliorer sa handstand push-up. Quelqu'un d'avancé, son front lever va pas spécialement à améliorer sa traction lestée. Donc c'est ça qui devient un peu plus complexe, traction humain. Mais ça peut quand même avoir un petit effet ou au moins une maintenance parce que vous allez quand même travailler chaque fois les groupes musculaires principaux qui vont être sollicités dans les mouvements. Mais de nouveau, si je devais choisir chaque fois une catégorie, un mouvement qui aurait plus de transfert, par exemple dans le tirage horizontal, le front lever aurait un meilleur transfert vers d'autres mouvements que le back lever. Ensuite, parce que vraiment il va solliciter vraiment les mouvements intéressants, il va pouvoir mettre beaucoup d'intensité en tirage horizontal, il va être très motivant aussi à faire, et ça permet de garder un bon équilibre aussi dessus. La planche de nouveau, enfin en poussée horizontale, la planche elle va avoir un très très bon transfert sur pas mal d'autres mouvements. C'est vraiment un angle très technique, très spécifique aussi, mais du coup c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le travailler assez rapidement. Et maintenant si on devrait choisir un tirage horizontal, un tirage vertical, toutes les progressions vont la traction. La traction une main, elle a un très bon transfert aussi.
Le problème, c'est que la traction une main, c'est que c'est très complexe, ça peut demander énormément de temps d'y arriver, et c'est souvent qu'on n'a pas assez de prérequis en termes de traction pour y arriver, en termes de force de tirage brute, etc. Et donc ça va être intéressant aussi, avant d'attaquer la traction une main, de travailler plus la traction lestée. La handstand push-up sans poussée verticale, je pense que c'est vraiment un must, un incontournable aussi. Je pense que si vous voulez être sérieux dans votre parcours de calisthénie, il faut passer par la handstand push-ups. Et si je devais choisir un objectif plus réaliste et peut-être plus à court terme et peut-être même admettons un prérequis, mais même si j'aime pas trop les scindés, peut-être que la handstand push-up serait plus intéressante à bosser que la planche. Même si j'aime bien travailler directement les deux mouvements, mais admettons on a des ressources limitées en termes de poussée ou en termes de temps, de récupération. Si on devait choisir que la HSPU ou la planche, je pense que je choisirais plus la handstand push-ups, sauf si quelqu'un veut maîtriser la planche. Moi, dans mon cas personnel, je préfère maîtriser la planche que la handstand push-up, mais ça dépend vraiment de chacun. Mais je pense que la plupart des gens sont quand même plus attirés vers la handstand push-ups. La handstand push-ups est quand même plus réaliste que la straddle planche. Beaucoup de personnes, et on peut se sentir un peu plus avancé vers la HSPU. Et voilà, en termes d'équilibre et d'esthétique aussi, ça peut être très intéressant. Même chose, le front lever et la traction une main, c'est vrai que ça dépend vraiment beaucoup des individus. Je pense qu'on peut les mettre sur une même catégorie en termes de difficulté, même si voilà, tout le monde va avoir d'énormes différences en termes de facilité sur ces mouvements. Après voilà, si on doit aussi choisir, est-ce qu'on doit plus bosser sa traction lestée ou son front lever, peut-être plus la traction lestée, on va dire, hein. Mais de nouveau, pourquoi est-ce qu'on doit choisir, c'est ça un peu la limite. Maintenant, donc on a parlé un peu des 4 plans là, puis si on rajoute les corps et les jambes, voilà, ce que vous faites les jambes ou pas, ça c'est un autre débat. Maintenant, il y a des trucs qu'on ne devrait pas choisir, parce que parfois il y a beaucoup de personnes qui aiment et voilà, et je peux le comprendre, donc ça je vais peut-être pas si je vais vous inciter, là je vais vous influencer un peu d'une certaine manière, mais il y a des objectifs où il y a moins d'intérêt à travailler, et ça peut être dangereux, voire une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de récupération en les implémentant. Là je vais mettre dedans le back lever, le drapeau, le human flag. C'est vrai qu'il y a 2-3 skills qui n'ont pas été mentionnés dans la charte, hein, donc c'était l'impossible dips par exemple, l'iron cross et les festos, et donc ça c'est vrai qu'on ne les a pas mentionnés dans la charte. Donc je m'étais mis la petite note là. Donc pourquoi ne pas bosser de manière trop importante le back lever? C'est parce qu'en fait il va solliciter énormément votre coude, vos structures passives, vos articulations, vos tendons, qui vont récupérer un peu plus lentement, et du coup si vous bossez beaucoup votre back lever, vous allez mettre pas mal de fatigue sur le biceps, un peu de fatigue sur tous vos exercices de tirage, et donc avoir un peu moins de place pour le front lever et pour votre planche et votre action même. Donc là ça devient un peu moins cool, tandis que le front lever par exemple, il va à la fois travailler un peu mieux votre dorsale et donc avoir un meilleur transfert de votre action, il va solliciter moins vos structures passives qui seront recrutées pour votre action, donc il va moins interférer avec votre action et moins avec votre planche aussi. Et donc le back lever qui demande quand même beaucoup de récupération, le risque de blessure peut être assez important pour certains, et aussi vous allez être assez limité dans la possibilité d'exercice par la suite, quoi. Une fois que vous avez votre back lever, on peut faire des montées en back lever, etc. Et puis essayer d'avoir un back lever haut, mais là on n'arrive plus sur une maltise, donc là ça devient extrêmement hardcore. Donc voilà, le back lever il est assez limité, et aussi par expérience il suffit une fois qu'on a une tuck planche et un advanced tuck front lever, on a quasiment un back lever, quoi. On a qu'à essayer 2-3 fois et puis ça vient. À l'inverse, si on a un back lever, on n'a pas forcément une tuck planche, et c'est là que on se rend compte qu'on a perdu pas mal de temps sur notre back lever. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Le drapeau aussi, la même chose, c'est
même s'il est pas hyper demandant, etc., il va quand même toujours prendre une petite place dans votre programmation. Et si vous êtes bon en drapeau, vous n'allez pas forcément être bon en front lever, vous n'allez pas forcément être bon en planche. Tandis que vous êtes bon en planche et en front lever, vous allez être bon en drapeau. Donc c'est toujours des angles assez spécifiques, le drapeau il demande quand même une certaine mobilité, beaucoup de placement en termes de position des mains, donc il faut quand même garder une certaine fraîcheur dessus pour le pratiquer. Ensuite il peut être dangereux aussi parce que vous allez orienter votre corps vers le haut, et peut-être faire une extension faire une extension un peu lombaire qui peut être un peu plus importante si vous gagnez pas assez, si vous serrez pas assez les abdos, et donc le risque est quand même présent, quoi. Et puis même les chutes ne sont pas toujours contrôlées, etc. Maintenant, c'est aussi un exercice que vous pouvez débloquer assez rapidement, et donc il peut être motivant, et c'est aussi la figure un peu emblématique, une figure emblématique de notre sport, et donc c'est clair que et les gens se trouvent souvent plus impressionnant un drapeau qu'une front lever ou qu'une planche, mais alors que ce n'est pas le cas. Mais voilà, moi je peux comprendre qu'on a envie de le bosser, mais de nouveau, peut-être que, admettons, dans votre première année de calisthénie, si vous bossez quasiment que la planche et le front lever, et que un an plus tard, vous allez voir où vous allez arriver en bossant sérieusement ces deux mouvements, vous vous dites, j'essaye un peu de travailler le drapeau, et ça m'étonnerait pas que vous débloquiez le drapeau un peu de manière gratuite, en juste 2-3 séances, avec peu d'intention. Mais par exemple, j'ai quand même pas mal de clients, par exemple chez moi, qui veulent le drapeau et qui ont quand même une petite expérience, et donc là let's go, on l'implémente, et ce qui est bien c'est que on sait quand même l'implémenter plus facilement que le back lever, en concordance avec un travail de planche et de front lever aussi. Petite note pour le back lever aussi, si vous voulez l'implémenter, je pense que c'est possible aussi de le faire, parce que c'est quand même, je peux comprendre qu'on veut le travailler. Et j'aime bien aussi, quand je parlais de la progression du 180 degrés pull et du 360 degrés pull, par exemple, vous placez un jour dans votre semaine en front lever, vous allez faire le 180 degrés, et en fait, si vous pratiquez le back lever une fois par semaine avec cette progression-là en dynamique, vous allez quand même considérer que vous travaillez votre front lever, mais en même temps, vous allez quand même aller chercher l'angle du back lever, et donc pourquoi pas aller explorer le back lever. Donc là, ça devient assez intéressant. Donc voilà, ça c'est une des rares manières où j'implémente le travail du back lever. Maintenant, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment débloquer son back lever, bah oui, on peut y aller, on peut utiliser les progressions classiques vers celui-là, et le bosser, quoi. Ensuite, si on parle du Impossible Dips, là ça demande un énorme travail de triceps, très spécifique. Si vous respectez des critères assez stricts, ça devient très très compliqué comme mouvement. Il faut passer vraiment beaucoup de temps à faire des progressions dessus. Il y a peu d'exercices qu'on transfère dessus, peut-être avoir un dips extrêmement lourd, peut-être intéressant, mais après il faudra passer de nouveau beaucoup de temps dessus. Et voilà, il y aura très peu de transfert vers d'autres figures, ça va une certaine perte d'énergie, mais maintenant voilà, de nouveau, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, let's go, faut y aller, quoi. C'est vraiment, on en revient un peu au point 1, c'était les objectifs, faut faire ce que vous avez envie de faire, quoi. De nouveau, peut-être l'Iron Cross aussi, c'est aussi des exercices très cool. Moi-même, j'aimerais bien réussir une Iron Cross un jour. Mais à l'époque, j'avais vu un tutoriel ou quoi, bon, maintenant, ça reste un tuto, qui disait il faut avoir une straddle planche de 5 secondes et un front lever de 5 secondes avant de faire l'Iron Cross et un back lever. Donc j'avais le back lever, mais je m'étais dit, ok, il faut absolument que j'ai ça. Et du coup, dans ma tête, c'était vraiment inconscient, c'était vraiment gravé qu'il me fallait cette straddle et cette front lever. Et encore maintenant, je me dis tant que j'ai pas vraiment, maintenant je sais que je pourrais peut-être, enfin, on n'est pas obligé d'avoir une planche ou un front lever pour avoir une Iron Cross. Finalement, il suffit d'être spécifique aussi, donc de nouveau, ça, on en revient un peu au début, si c'est vraiment votre objectif, l'Iron Cross, on peut la travailler assez tôt, mais le risque est là. Et par exemple, et aussi, je sais que par exemple, si je travaille beaucoup ma Iron Cross, je progresserai plus en planche et en front lever, tandis que je sais que si je progresse à fond encore, si je vais encore vraiment beaucoup plus loin en front et en planche, je pense que je pourrais aller chercher un peu plus je pense que l'Iron Cross, sera plus facile dessus. Tandis que l'inverse sera pas forcément vrai. Même si l'Iron Cross sera quand même très très spécifique, hein. Donc même si vous avez une très bonne planche, un très bon front, vous aurez pas forcément une bonne Iron Cross. Mais voilà. Et puis ça demande pas mal d'énergie aussi de la travailler. Là, ça va vraiment encore plus travailler votre structure passive, l'angle est vraiment extrême. Mais c'est un super objectif aussi. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. Mais voilà, de nouveau, le risque est plus
vous avez plus de chances de vous tuer vos épaules ou votre coude sur une iron cross que sur un front lever, quoi. Après même, je parle beaucoup de sécurité, mais le front lever et la planche ne sont pas super safe non plus, quoi. On évite des blessures au poignet en planche. En back lever, en front lever, on évite des muscles spinaux profonds, le trapèze inf, qui peuvent vite, on va dire, pas vite, mais qui peuvent prendre assez cher, quoi. Donc c'est toute la gestion de la charge d'entraînement, etc. Donc si vous faites les choses intelligemment, il n'y a pas de raison, mais voilà, c'est pour ça que dans tous ces objectifs-là, c'est quand même bien de faire des choix. Et donc là, finalement, on en revient un peu et puis voilà, on peut pas, je parlais des festos aussi. Donc les festos, là, on peut plus considérer ça comme un tirage et peut-être une progression un peu plus avancée du back lever en dynamique. De nouveau, le risque sur le coude est quand même vachement important. Ça demande pas mal de place dans votre entraînement. Ça va défoncer vos biceps, etc. Il faut être assez fort pour l'attaquer. On n'est pas forcément obligé d'avoir une énorme planche et un front lever pour avoir un festo. Mais voilà. Je pense que c'est un exercice risqué, il est cool, donc voilà, si vous voulez le faire, let's go. Maintenant, est-ce que il n'y a pas de réponse en fait dans ce que je vous explique là, mais voilà, vous savez, je vous parle de mon approche maintenant pour que vous compreniez un petit peu la chose. Du coup, moi j'aime, comme je vous l'ai dit, c'est travailler à peu près tous les plans, et là, c'est là où j'ai l'approche un peu hybride, où certains des skills qu'on a vus ici, je vais pas me concentrer dessus, j'aime plus me concentrer sur d'autres mouvements. Et c'est aussi quelque chose que je vais appliquer sur pas mal de personnes et de clients, ou même moi-même les orienter vers ça. Maintenant, il y en aura toujours qui auront envie de travailler quand même autre chose que ce que je vais leur proposer. Mais par exemple, voilà, je vais m'assurer qu'ils ont quand même un skin de 4, qu'ils ont quand même un illicit. Et même s'ils l'ont pas, je veux quand même déjà travailler certaines choses. Et le handstand ventre au mur, quoi. Mais en gros, par exemple, je vais considérer le skin de 4 comme le travail du front lever, le LCT éventuellement comme le travail de la planche, et le handstand comme le travail de la handstand push-ups. Et donc finalement, vous allez comprendre que je vais orienter vraiment le travail vers le front lever, vers la planche, sauf pour ceux qui ne la souhaitent pas, et là c'est clair, on le met clairement en place, ou qui se disent, ok, on attaque la handstand push-ups de manière plus sérieusement en premier lieu. Au niveau de l'attraction, ça sera soit apprentissage de l'attraction, ou alors comme objectif final l'attraction à une main, mais c'est souvent très loin pour beaucoup de personnes, et du coup on va passer un temps considérable à améliorer l'attraction lestée. Et donc c'est pour ça que en général on va rester dans le niveau du tirage front lever, tirage vertical, traction lestée. Au niveau de tirage poussée horizontale, on va rester plus sur de la planche. Et pour ceux qui ont quand même des objectifs de street lifting, on va rajouter du dips lesté, et comme force de base, ça sera plus le dips lesté, et parfois pour ceux qui sont plus intéressés, ça sera du bench ou press par exemple, et après en poussée verticale, là on va aller vraiment sur de la handstand push-ups. Donc c'est pour ça que j'aime bien choisir 3 skills: planche, front, handstand push-ups, 3 mouvements de street lifting, dips, traction lestée, et alors à ça on peut rajouter le squat, du coup, et du coup ça nous fait quand même 6 mouvements. Et ensuite, pour équilibrer le tout, on peut aller chercher un peu de chaîne postérieure, un peu de force de base en overhead press, on va dire, si on a des prérequis là-dessus, et puis un petit travail de corps, pour le Dragon Flag par exemple, les crazy si vous n'avez pas assez de progression dessus. Et finalement, on en arrive à cette méthodologie là. Et et par exemple, pour quelqu'un qui serait plus débutant, ça serait skin de 4, L-sit, handstand ventre au mur. Ensuite, apprendre sa traction, développer sa masse musculaire avec du ring row, avec des push-ups. Une fois qu'il sera prêt avec les push-ups, on pourra attaquer plus la pike push-up, et travailler le corps. Et puis parfois, pour ceux qui veulent pas travailler les jambes, on ne travaille pas. Pour ceux qui veulent travailler pour la santé, on va travailler pour la santé. Et puis pour beaucoup de personnes, avant le squat, ça sera souvent un pistol squat, ça sera aussi un bel objectif au niveau des jambes. Et après, ça sera vraiment taper des perfs en back squat. Du coup, voilà. Je pense que
là c'est un peu voilà, l'approche c'est toujours nuancé, ça va toujours être dépendant des personnes. Mais voilà, si je devais résumer, ça serait un peu ça finalement le travail, des skills et se baser sur une charte et devoir à chaque fois débloquer un niveau pour aller au niveau suivant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais il faut trouver son système en fait. Et là je vous ai parlé de mon système. Et dans les prochains podcasts, je détaillerai, hein, on va reprendre un peu en revue tous les mouvements. Donc vous parlez un peu de mon approche sur comment débloquer le front lever, et donc peut-être que dans le front lever on va pas respecter la charte où on va travailler un skin de 4 et puis un tuck, un straddle et un Nathan stock, enfin voilà, et un Nathan swan leg. Peut-être qu'on va travailler d'autres progressions. Enfin, faut parler un peu de mon approche, à combien de secondes est-ce qu'on doit tenir avant de passer à la progression d'après, quels sont les prérequis en termes de traction, pour y arriver, est-ce qu'on doit faire des tractions, est-ce qu'on doit faire du tirage horizontal en même temps, et même chose pour ça. Peut-être un autre objectif, un autre truc que je voulais nuancer, hein. Donc voilà, là, dans cette approche là que je vous ai dit, il y avait ces catégories là de plans et d'objectifs, et maintenant vous avez très bien, comme je vous l'ai dit plus tôt dans le podcast, hein, la possibilité de se spécialiser, et la spécialisation elle doit venir à mon sens un peu plus tard, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une approche que j'essaie d'appliquer sur beaucoup de gens, parce que la plupart des personnes sont encore, on va dire, dans un stade débutant, et même quelqu'un qui a pratiqué pendant longtemps, peut-être qu'il n'a pas encore assez d'équilibre dans tout et qu'il est encore débutant sur certains points ou sur une certaine méthode. Mais une fois que vous connaissez assez bien la personne, là ça peut être intéressant de nouveau me mettre de l'emphase, hein. Par exemple, mettre 50% de votre entraînement sur votre planche, 25% sur votre front, et le reste en assistance pour ces deux mouvements par exemple. Et donc voilà, c'est toute une question de volume, ou essayer de pas progresser en handstand push-ups. C'est pas pour autant que vous devez les retirer du plan. Par exemple, sur la handstand push-ups, vous pouvez très bien la mettre en maintenance. Donc mettre 50% de votre travail sur votre planche, 25% sur votre front, et la handstand push-ups en maintenance. Et voilà. Et chercher un pas progresser dessus, quoi. Donc là, ça devient un peu plus complexe, mais voilà, je pense que au moins j'ai abordé un peu plus ce que je voulais vous parler aujourd'hui, hein, de la description un petit peu tous les skills. Un podcast un peu plus long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker le podcast sur Spotify, sur YouTube. Si vous êtes encore là, c'est cool. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. C'était 012 Workout sur le Calisthenics Science Podcast, épisode 41. Ciao.